Frères d'armes, soyez les bienvenus. Bienvenue sur Stratégos, la chaîne où nous faisons revivre l'histoire des plus grands guerriers. Aujourd'hui, nous naviguons vers le monde des Vikings pour découvrir l'histoire de Ragnar Lodbrok, le légendaire guerrier nordique qui défia les rois et pilla les terres avec sa férocité et son astuce. Était-il un héros, un conquérant ou seulement un mythe? Avant de lever l'ancre pour cette épopée, laissez votre j'aime, commentez, partagez la vidéo et abonnez-vous à Stratégos pour plus d'histoires de guerre et de conquête. Ramez frères, la gloire nous attend. Première partie, origines et jeunesse de Ragnar Lodbrok. Pour comprendre Ragnar Lodbrok, il faut d'abord nous immerger dans l'époque où il aurait vécu. Nous parlons du 8e siècle, une période cruciale pour les peuples scandinaves. De petits royaumes, dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Norvège, le Danemark et la Suède, étaient en lutte constante pour la suprématie. Les Vikings, guerriers et commerçants à la fois, commençaient à étendre leurs incursions au-delà de leur terre natale, terrorisant les côtes de l'Europe. L'année 793 marquerait le début de l'ère viking, avec le brutal sac du monastère de Lindisfarne, en Angleterre. Mais cette ère ne fut pas seulement une époque de destruction, mais aussi d'exploration, de commerce et de colonie. C'est dans ce contexte que naît la légende de Ragnar Lodbrok. L'histoire de Ragnar est une énigme. Était-il un homme réel ou une construction mythique née des récits oraux vikings? Les registres historiques sont confus et contradictoires. Il n'existe pas de source unique qui confirme son existence, mais sa figure apparaît dans de multiples sagas et chroniques médiévales, comme la saga de Ragnar Lodbrok, la Gesta Danorum de Saxo Grammaticus et la chronique anglo-saxonne. Certains historiens pensent que Ragnar n'était pas un seul individu, mais un personnage composé des exploits de plusieurs chefs de guerre vikings. Cependant, son héritage est indéniable. Les fils que la tradition lui attribue, comme Björn Côte de Fer, Ivar le Désossé et Sigurd Œil de Serpent, furent bel et bien des personnages historiques documentés. Cela nous amène à nous demander, si ces fils ont existé, leur père n'a-t-il pas dû exister? Selon les sagas, Ragnar Lodbrok était le fils de Sigurd Ring, un puissant roi de Suède et du Danemark. Sigurd avait été un guerrier formidable, protagoniste de la légendaire bataille de Bravelir, où il consolida son pouvoir. Si Ragnar descendait réellement de lui, il aurait grandi avec la certitude d'être destiné à la grandeur. Mais l'histoire de sa famille ne s'arrête pas là. On dit qu'il eut de nombreux enfants, chacun d'eux destiné à la conquête et à la guerre. Ses fils furent aussi redoutés que leur père, et ils étendirent la domination viking jusqu'à des terres lointaines comme l'Angleterre, l'Irlande et la Méditerranée. Dès son jeune âge, Ragnar montra une inclination pour la guerre. Dans sa jeunesse, selon les sagas, il voyagea avec son frère Sigurd à la recherche de gloire, combattant dans des batailles pour les royaumes scandinaves. Il se distingua non seulement par sa férocité au combat, mais aussi par son ingéniosité et sa capacité stratégique. L'un des premiers récits de sa jeunesse raconte que, pour prouver sa valeur, Ragnar se fit une armure en peau de loup et la renforça avec du goudron et du sable, la rendant presque impénétrable. C'est de là que serait né son surnom Lodbrok, qui signifie « bré poilu » ou « pantalons en loques ». À mesure que sa réputation grandissait, son ambition grandissait aussi. On dit qu'il organisa ses propres expéditions et commença à attaquer les colonies côtières, pillant des richesses et gagnant des partisans. Les Vikings le voyaient comme un chef né, quelqu'un digne d'être suivi en quête de gloire et de fortune. L'un des épisodes les plus légendaires de sa carrière précoce fut l'incursion sur les côtes de la mer Baltique, où il aurait vaincu un roi local en combat singulier. Sa réputation monta en flèche, et il dirigea bientôt des armées de plus en plus importantes. Mais sa plus grande épreuve survint lorsqu'il affronta un ennemi supérieur en nombre. L'histoire raconte qu'il fut pris au piège dans une forteresse ennemie, sans issue apparente. Utilisant son astuce, il laissa s'envoler des corbeaux avec des messages de détresse à ses alliés, qui vinrent à son secours juste à temps. Cette ingéniosité et sa capacité à échapper à des situations impossibles renforcèrent son aura légendaire. À chaque bataille gagnée,
Ragnar accumulait pouvoir et influence. Ses succès lui permirent de se consolider comme un chef clé au sein de la société viking, et sa renommée s'étendit au-delà de la Scandinavie. Son nom commençait à être murmuré avec crainte dans les terres qu'il n'avait pas encore pillées. Deuxième partie. Ascension en tant que chef et les premiers pillages. À mesure que Ragnar Lodbrok accumulait victoires et renommée en Scandinavie, sa figure passa de celle d'un simple chef de guerre à celle d'un véritable roi guerrier. Cependant, son ascension ne fut pas simple. Le Danemark à cette époque n'était pas un royaume unifié, mais une mosaïque de clans, de chefs de guerre et de petits rois qui se battaient constamment pour le contrôle. Ragnar, avec son mélange d'audace, de férocité et de stratégie, sut bien jouer ses cartes. Pour consolider son pouvoir, il utilisa une combinaison de guerre et de diplomatie. Ses incursions dans la mer Baltique lui permirent d'éliminer des rivaux et de soumettre les tribus les plus faibles, tandis qu'avec d'autres chefs vikings, il forgea des alliances stratégiques, souvent scellées par des mariages. Cette politique lui permit d'étendre son contrôle non seulement sur le Danemark, mais aussi sur des parties de la Suède et de la Norvège. Cependant, la concurrence ne disparut jamais. D'autres chefs vikings, comme le légendaire Harald Klak ou les Jarls de Norvège, voyaient en Ragnar une menace pour leur propre ambition. Les conflits étaient inévitables, et bien que Ragnar sût gérer ses victoires avec astuce, toutes les batailles ne pouvaient pas être gagnées uniquement par l'épée. S'il y a un événement qui consolida Ragnar Lodbrok comme un chef invincible, ce fut le sac de Paris en 845 après J.C. À cette époque, la France, ou plutôt le royaume franc, était gouverné par l'empereur Charles le Chauve, un monarque qui hérita d'un empire divisé et constamment assiégé par des incursions vikings. Mais aucune n'avait été aussi dévastatrice que celle que mènerait Ragnar. Au printemps de cette année, Ragnar partit du Danemark avec une flotte d'au moins 120 navires et plus de 5000 hommes. Son objectif était clair, la ville de Paris, le cœur des Francs. Naviguant sur la Seine, les Vikings avancèrent implacables, pillant monastères et villages sur leur chemin. Lorsqu'ils arrivèrent finalement à Paris, la ville était pratiquement sans défense. Les Francs tentèrent de les arrêter avec une armée, mais Ragnar la vainquit facilement. Et c'est là que son génie stratégique brilla. Il captura 111 prisonniers et les exécuta publiquement, les pendant sur les rives de la Seine, pour terroriser ses ennemis. Charles le Chauve, incapable de rassembler une armée suffisamment forte pour chasser les Vikings, fut contraint de payer une rançon colossale, 7000 livres d'argent et d'or. Avec cette victoire, Ragnar non seulement retourna au Danemark avec un butin gigantesque, mais il démontra également qu'aucun royaume chrétien n'était à l'abri de sa fureur. Le sac de Paris marqua un tournant. La réputation de Ragnar en tant que chef invincible se répandit dans toute l'Europe, et son nom resta gravé dans la mémoire des monarques et des guerriers. Mais Paris ne fut pas son seul grand exploit. Dans les années suivantes, Ragnar continua de lancer des incursions en Angleterre, attaquant des royaumes comme la Northumbrie, la Mercie et le Wessex. Ces attaques lui procuraient non seulement des richesses, mais semaient également le chaos dans les terres chrétiennes, permettant aux Vikings d'établir des colonies permanentes. Outre l'Angleterre et la France, certaines sources suggèrent que Ragnar mena également des incursions en Irlande et dans le sud de l'Europe, allant même jusqu'à affronter des forces musulmanes dans la péninsule ibérique. Bien que les détails de ces campagnes soient incertains, ce qui est clair, c'est que Ragnar n'était pas seulement un guerrier, mais un stratège avec une vision expansive. Cependant, son succès attira également des envieux et des ennemis. D'autres chefs vikings commencèrent à le voir comme une menace pour leur propre pouvoir, et au sein du Danemark surgirent des disputes internes qui menaçaient son autorité. Mais l'histoire de Ragnar ne se construisit pas seulement sur le champ de bataille. Ces mariages jouèrent également un rôle crucial dans son ascension. L'un des noms les plus emblématiques liés à son histoire est celui de Lagertha, la légendaire Skjaldmø viking. Selon les sagas, Lagertha était une guerrière féroce qui combattit aux côtés de Ragnar dans de nombreuses batailles. Leur relation commença lorsque Ragnar se rendit en Norvège
pour venger la mort de son grand-père. Pendant la bataille, Lagertha fit preuve d'une bravoure impressionnante, se battant comme n'importe quel autre guerrier. Ragnar fut tellement impressionné qu'il décida de l'épouser. Le mariage entre Ragnar et Lagertha ne fut pas seulement une union sentimentale, mais aussi politique. En l'épousant, Ragnar consolida son influence en Norvège et obtint des alliés clés dans la région. Ensemble, ils eurent au moins un fils, bien que les sagas ne soient pas tout à fait claires sur les détails. Cependant, ce que nous savons, c'est que la relation entre les deux se termina de manière abrupte. Selon la saga de Ragnar Lodbrok, Lagertha se montra aussi forte de caractère que son mari, et lorsque Ragnar tenta d'épouser une autre femme, elle se sépara de lui et retourna en Norvège. Après sa séparation de Lagertha, Ragnar épousa Aslaug, une femme qui, selon la tradition, était la fille de Sigurd, le légendaire tueur du dragon Fafnir. Bien que cette connexion avec la mythologie puisse être exagérée, il est certain qu'Aslaug joua un rôle fondamental dans sa vie. Avec Aslaug, Ragnar eut plusieurs fils qui deviendraient des figures clés de l'ère viking. Björn Côte de Fer, qui mènerait plus tard des expéditions en Méditerranée. Ivar le Désossé, un stratège brillant qui conquérirait l'Angleterre. Sigurd Œil de Serpent, qui consoliderait le pouvoir de sa famille en Scandinavie. Hvitserk, qui participerait à de multiples incursions vikings. Chacun d'eux hérita d'une partie de la férocité et de l'astuce de son père, et avec le temps, leur héritage s'étendrait au-delà de sa propre vie. Troisième partie, le règne de Ragnar. Ragnar Lodbrok n'était pas seulement un conquérant redouté, mais aussi un dirigeant astucieux. À une époque où la force définissait le leadership, Ragnar comprit que la guerre n'était pas le seul chemin vers le pouvoir. Gouverner le Danemark et les terres environnantes exigeait autant l'épée que la diplomatie. Son ascension en tant que chef suprême ne fut pas seulement due à ses victoires sur le champ de bataille, mais aussi à sa capacité à unir des clans et des royaumes vikings qui, jusqu'alors, avaient été fragmentés par des luttes internes. Conquérant avec stratégie et forgeant des alliances par des mariages et des pactes, Ragnar réussit ce que peu avaient fait avant lui, consolider un royaume scandinave fort et centralisé. Sous son règne, le Danemark connut une période de splendeur viking. La tradition des pillages fut renforcée, mais aussi le commerce. Ragnar comprit que la richesse obtenue lors des raids devait être utilisée pour renforcer sa domination. Il encouragea donc la construction de flottes plus importantes, l'amélioration des défenses et l'établissement de routes commerciales qui menaient les Vikings de la mer Baltique à l'Empire franc et au-delà. Mais l'unité n'était jamais absolue. Malgré son habileté en tant que chef, maintenir le contrôle sur les jarls et les chefs de guerre était une tâche constante. Beaucoup continuaient de le voir comme un rival plutôt que comme un roi légitime. La culture viking favorisait l'effort, et si Ragnar ne continuait pas à prouver sa valeur au combat, son pouvoir pouvait s'effondrer rapidement. Ragnar ne tarda pas à jeter son dévolu sur une proie encore plus grande, l'Angleterre. Depuis des décennies, les Vikings avaient attaqué les côtes anglaises par des raids rapides, pillant des monastères et des villages sans défense. Mais Ragnar avait un objectif plus ambitieux. Il ne s'agissait pas seulement d'un pillage, mais d'une invasion avec l'intention de conquérir des territoires et d'établir une domination durable. Sa première grande incursion en Angleterre le mena sur les côtes de Northumbrie. Ce royaume, gouverné par le roi Hel, était une cible parfaite. La Northumbrie était affaiblie par des conflits internes et n'était pas préparée à résister à une invasion à grande échelle. Lorsque Ragnar et ses guerriers débarquèrent, la terreur se répandit rapidement. Les Vikings ne se contentèrent pas de détruire des villages et des monastères, mais ils affrontèrent les troupes d'Hel sur le champ de bataille, les battant facilement. La brutalité des Nordiques resta gravée dans la mémoire des Anglo-Saxons. Des villages entiers furent rasés et les prisonniers de guerre furent sacrifiés aux dieux. Mais Ragnar ne se contenta pas de la Northumbrie. Il avança vers d'autres royaumes, défiant les monarques de Mercie et de Wessex. À mesure que les Vikings s'installaient dans ces terres, la possibilité d'une domination scandinave de l'Angleterre commençait à paraître réelle. Cependant, tout ne fut pas violence.
Ragnar sut aussi négocier avec les rois anglo-saxons, concluant des accords stratégiques avec certains d'entre eux. Dans certains cas, les monarques anglais, incapables de le vaincre, choisirent de lui verser des tributs en échange de son retrait temporaire. Mais ces accords n'étaient jamais permanents. Ragnar savait que tant qu'il aurait l'avantage militaire, sa parole ne valait que sa lame. De tous les monarques anglais, celui qui ressentait le plus la présence de Ragnar était elle de Northumbrie. Pour elle, Ragnar n'était pas seulement un envahisseur, mais une menace pour son règne et la stabilité de son royaume. Dans les années qui suivirent l'invasion de la Northumbrie, Ragnar et elle devinrent des ennemis mortels. Tandis que Ragnar cherchait à étendre son contrôle, elle planifiait sa vengeance. Mais la guerre contre les Anglo-Saxons n'était pas le seul défi auquel Ragnar était confronté. Son propre royaume commençait à se fracturer. À mesure que Ragnar vieillissait, maintenir le contrôle de son royaume devenait de plus en plus difficile. La culture même qu'il avait élevé comme roi commençait maintenant à défier son autorité. Chez les Vikings, le pouvoir n'était pas hérité de droits divins, mais devait être constamment gagné. Si un chef montrait des signes de faiblesse, ses partisans pouvaient se retourner contre lui. L'un des principaux défis de Ragnar venait de ses propres fils. Björn Côte de Fer, Ivar le Désossé, Sigurd Œil de Serpent et Hvitserk étaient de formidables guerriers qui aspiraient à se faire un nom dans l'histoire. Bien que Ragnar les ait entraînés au combat, ils savaient aussi que le jour viendrait où ils voudraient prendre le pouvoir pour eux-mêmes. Les disputes au sein de la famille étaient constantes. Chaque fils avait ses propres ambitions, et bien que Ragnar tentât de maintenir l'unité, il était évident que la stabilité de son royaume ne durerait pas éternellement. D'un autre côté, ses ennemis en Scandinavie n'avaient pas non plus disparu. Certains jarls, ressentant son emprise, commencèrent à conspirer contre lui. Et en Angleterre, ses rivaux anglo-saxons n'avaient pas oublié leur défaite. La menace d'une grande trahison planait au-dessus de lui. À ce point de l'histoire, Ragnar Lodbrok se trouvait au sommet de sa puissance, mais aussi à son moment le plus vulnérable. Il avait unifié un royaume, conquis des terres en Angleterre et terrorisé ses ennemis. Mais maintenant, les fissures dans sa domination commençaient à apparaître. Le destin de Ragnar était scellé. Son règne ne pourrait pas durer éternellement, et les ennemis qu'il avait accumulés au fil des ans étaient prêts à le renverser. Quatrième partie, la chute de Ragnar et sa capture. Ragnar Lodbrok, le guerrier qui avait terrifié les monarques chrétiens d'Europe et consolidé sa domination sur les royaumes vikings, était sur le point d'affronter son destin. Son règne avait été un mélange de sang, d'acier et d'astuce. Mais la culture même qui l'avait élevé au pouvoir exigeait des preuves constantes de sa force. Et lorsqu'un chef commençait à montrer des signes de faiblesse, les dieux et les hommes lui demandaient des comptes. Le début de sa chute commença avec sa dernière incursion en Angleterre. Conscient que son pouvoir s'affaiblissait et que ses fils aspiraient à prendre les rênes de son héritage, Ragnar décida de prouver qu'il était toujours le chef incontesté des Vikings. Cependant, cette fois, la fortune ne lui sourit pas. Sa flotte, qui autrefois dominait les mers avec aisance, fut prise dans une violente tempête en traversant la mer du Nord. Les navires furent emportés par les vagues violentes et beaucoup de ses guerriers périrent avant même de poser un pied sur la terre ferme. Lorsqu'il arriva finalement en Angleterre, Ragnar ne disposait plus de l'armée invincible qu'il avait menée à la gloire lors de batailles précédentes. Mais Ragnar était un homme qui ne connaissait pas la peur. Il décida de poursuivre l'invasion avec les hommes qui lui restaient, marchant vers la Northumbrie, le royaume de son ancien ennemi, le roi Hel. La bataille qui s'ensuivit fut brève et brutale. Les forces de Ragnar, affaiblies et en infériorité numérique, ne purent résister à l'assaut de l'armée de Northumbrie. Un par un, ces hommes tombèrent jusqu'à ce que Ragnar se retrouve seul sur le champ de bataille. Et c'est là qu'il fut finalement capturé. La capture de Ragnar fut un coup dévastateur, non seulement pour ses partisans, mais aussi pour sa propre légende. Le guerrier qui avait terrorisé l'Europe
l'homme qui avait pillé Paris et humilié des rois, était maintenant enchaîné comme un prisonnier. Mais si les anglo-saxons s'attendaient à voir un Ragnar vaincu et suppliant, ils se trompaient. Ragnar fut amené devant le roi Hel, qui attendait ce moment depuis des années. La dernière fois que le Viking avait foulé le sol de Northumbrie, il l'avait fait en conquérant. Maintenant, il était à la merci de son ennemi le plus haï. Le roi Hel n'avait pas l'intention de lui accorder une mort rapide. Ragnar n'était pas un prisonnier ordinaire. Sa mort devait être un spectacle, un avertissement pour tous les Vikings qui oseraient défier son royaume. C'est alors qu'Hel décida de l'exécuter d'une manière qui deviendrait l'une des scènes les plus légendaires de l'histoire viking, en le jetant dans une fosse de serpents venimeux. Les anglo-saxons emmenèrent Ragnar jusqu'au lieu de son exécution. On dit que, même dans ces derniers instants, le chef viking ne montra aucune crainte. Enchaîné et la mort approchant, Ragnar récita un poème qui resta gravé dans la mémoire des Nordiques. Les porcelets couineront quand ils apprendront le sort du vieux sanglier. Ces paroles n'étaient pas de simples fanfaronnades. Ragnar savait que sa mort ne serait pas la fin de son héritage, mais le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Ses fils, guerriers féroces avec leurs propres ambitions, ne laisseraient pas sa mort impunie. Les gardes poussèrent son corps dans la fosse. Ragnar tomba parmi les serpents qui commencèrent à s'enrouler autour de sa peau et à planter leurs crocs. Son corps fut lentement consumé par le venin, mais on n'entendit jamais un cri de douleur. Ragnar mourut comme il avait vécu, défiant jusqu'au dernier souffle. La mort de Ragnar Lodbrok marqua la fin d'une ère, mais aussi la naissance d'une légende. Pour les anglo-saxons, son exécution représentait le triomphe sur un ennemi redoutable. Mais pour les Vikings, ce fut un sacrifice, une mort digne des héros de la mythologie. Dans les sagas nordiques, sa mort fut racontée non pas comme une défaite, mais comme un pas vers l'immortalité au Valhalla, le hall des guerriers tombés. Les bardes et les poètes scandinaves immortalisèrent son histoire dans des chants et des récits. Ragnar cessa d'être un simple homme pour devenir un symbole de la férocité viking. Ses exploits furent ornés d'éléments mythologiques. On dit qu'il descendait du dieu Odin, qu'il avait combattu des dragons et que sa peau était protégée par une tunique magique. Mais le plus important est que sa mort ne fut pas la fin de son histoire. Ce fut l'étincelle qui alluma la fureur de ses fils. Les paroles de Ragnar dans la fosse aux serpents ne furent pas vaines. Lorsque la nouvelle de sa mort parvint à ses fils, ils jurèrent vengeance. Et ce n'était pas une promesse vide. Björn Côte de Fer, Ivar le Désossé, Hvitserk et Sigurd Œil de Serpent rassemblèrent une armée sans précédent. Ils formèrent la grande armée païenne, une colossale flotte viking qui n'avait qu'un seul but, punir Hel et ravager l'Angleterre. Lorsque les Vikings débarquèrent sur les côtes anglaises, la dévastation fut totale. Des villes furent pillées, des monastères détruits et des milliers d'anglo-saxons massacrés. La colère des fils de Ragnar était incontrôlable. Finalement, la grande armée païenne atteignit la Northumbrie et affronta le roi Hel. La bataille fut brutale, mais le résultat était scellé dès le début. Les Vikings écrasèrent les forces anglo-saxonnes et capturèrent le monarque. Mais le tuer au combat ne suffisait pas. Hel devait subir la même brutalité qu'il avait infligée à Ragnar. C'est ainsi que les Vikings exécutèrent le roi anglo-saxon avec le rituel connu sous le nom d'aigle de sang, l'une des formes de torture les plus atroces de l'histoire viking. On dit que son dos fut ouvert et ses côtes séparées comme les ailes d'un aigle, tandis que sa chair était arrachée et son sang versé sur la terre. Avec sa mort, la vengeance était complète. Mais la grande armée païenne ne s'arrêta pas là. Elle continua sa marche destructrice, conquérant de vastes régions d'Angleterre et établissant des colonies vikings qui changeraient à jamais l'histoire du pays. Bien que Ragnar soit mort, son héritage s'étendit bien au-delà de son temps. Ses fils forgèrent des dynasties, conquirent des royaumes et laissèrent une empreinte indélébile sur l'histoire européenne. Les Vikings, inspirés par son histoire, continuèrent à s'étendre, pillant, commerçant et colonisant de nouvelles terres.
Ragnar n'était pas seulement un roi, il était un symbole. Sa vie et sa mort devinrent un mythe qui inspira des générations de guerriers nordiques. Et bien que son histoire réelle se mêle à la légende, son nom continue de résonner des siècles plus tard, immortalisé dans des sagas, des récits et la culture populaire. Car les hommes meurent, mais les légendes ne disparaissent jamais. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Ne partez pas sans laisser un bon « j'aime », vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager la vidéo pour toucher plus de monde et que ce projet puisse continuer à grandir. On se voit dans la prochaine, frères d'armes.